On est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours autour de la table Nathalie Janson, Jean-Pierre Petit, Pierre Jacquet et Thomas Grébine. Thomas, tiens, je commence avec vous. On va partir voir ce qui se passe du côté de la Grande-Bretagne où la Première ministre a annoncé une augmentation, enfin présenté son budget avec la fameuse mallette rouge devant le 10 Downing Street, avec des augmentations massives d'impôts. C'est plutôt surprenant, la Grande-Bretagne, dans l'inconscient collectif, c'est quand même un pays libéral. On a plutôt tendance à tailler dans les dépenses plutôt qu'augmenter les impôts. Là, on a un beau budget travailliste. Oui, enfin, on est loin du New Labour de Tony Blair. C'est plus le parti travailliste à l'ancienne. Ce qui est intéressant, c'est le parallèle qu'on peut faire avec la France, parce qu'une des principales hausses d'impôts qui est décidée par le gouvernement, c'est la désindexation du barème de l'impôt sur le revenu. Donc, ce que le gouvernement rêvait de faire en France, ou ce qu'on aura peut-être... Absolument, on en parlait une année blanche, exactement. Le Royaume-Uni le fait. On dit souvent que la dégradation... Avec un parti travailliste, je le rappelle encore. Travailliste, oui. Il y a des mesures sociales qui compensent en partie et qui grèvent aussi le budget, ce budget. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de regarder, de pousser cette comparaison avec la France. Donc on dit souvent que les difficultés du Royaume-Uni viennent en partie du Brexit, ce qui est en partie vrai. Mais je pense que quand on regarde, il y a aussi un problème de modèle de croissance, c'est-à-dire avec cette désindustrialisation très importante qu'a connue le Royaume-Uni depuis les années 80, et avec la croyance qu'un modèle tourné vers les services, en partie les services financiers, permettait d'avoir suffisamment de croissance et de pouvoir d'achat pour la population. Or, malheureusement, c'est pas le cas. Et quand vous regardez, il y a un graphique intéressant qui a été publié par le Financial Times qui montre les secteurs où il y a les plus forts gains de productivité au Royaume-Uni ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que le secteur qui a les gains de productivité les plus importants, c'est de très loin le secteur automobile au Royaume-Uni. Ah oui. Et le deuxième secteur le plus important en termes de gains de productivité, c'est la pharmacie. Alors que la finance, il y a des pertes de gains de productivité très fortes depuis une quinzaine d'années. Comme ça, c'est un peu l'effet Brexit, non? Un peu l'effet financière, puis c'était depuis 2007. Ouais. Et donc, même au Royaume-Uni, le pays de la finance, le pays des services, on voit que malgré tout, les gains de productivité, c'est l'automobile et c'est l'industrie pharmaceutique et chimique. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, c'est la part de l'industrie dans le PIB, c'est autour de 8%. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin, très proche. C'est là aussi. C'est le pays qui a choisi la désindustrialisation. Oui. Mais je pense que ça, c'est intéressant aussi dans le débat actuel, c'est sur le choix de modèle de croissance. On voit bien qu'on a cette question en France. On a cette question depuis longtemps au Royaume-Uni et en fait, ils n'arrivent pas à résoudre le problème et même aujourd'hui, ça arrive en Allemagne. Ah ouais. Mais il y a peut-être un espoir pour le Royaume-Uni, puisque par contre, l'IA a quand même des effets très positifs sur l'innovation, en tout cas aux États-Unis, dans les services financiers. Donc on peut peut-être espérer que pour la Grande-Bretagne, ce soit elle puisse aller mieux, même si effectivement, de toute façon, elle a perdu son rôle qu'elle avait en termes de place de référence, c'est sûr. Elle n'a pas toujours été un pays très libéral. Il faut se souvenir des années 70. Même un pays plus socialiste que la France. Et le FMI est intervenu quand même. C'est intéressant de revenir un peu sur l'histoire, je trouve, effectivement. Parce que c'est quand même un laboratoire. C'est-à-dire que c'est l'antithèse du en même temps, finalement, la Grande-Bretagne. Elle dépendait fort dans un sens. Le FMI est intervenu. Elle dépendait du FMI à l'époque, parce qu'il n'y avait pas des marchés obligataires internationaux, etc., qui étaient aussi développés. Alors, la désindustrialisation, c'est intéressant, on n'en parle plus du tout, c'est vrai. Et on se paye depuis 4 ans une hausse de l'euro effectif. Oui. On se paye les droits de douane de Trump, 15%, s'il vous plaît. On se paye le dumping chinois. C'est ça le véritable danger. Parce que le subventionnement de l'industrie chinoise, c'est 4,5% du PIB. C'est une monnaie objectivement, je crois, sous-évaluée. Le renminbi. Le renminbi, oui, c'est dans tous les modèles de taux de change d'équilibre fondamental, les PPA ajustés de la richesse, enfin, je pourrais prendre plusieurs indicateurs. Elle est sous-évaluée et elle est gérée par le gouvernement chinois, directement, puisque la Banque populaire de Chine n'est pas indépendante. Et les gains de part... ils contrôlent d'échange, surtout. Ils sauvent leur système. Et en plus, ils ont une stratégie industrielle de moyen et long terme. Là, leurs gains, extraordinaires, les gains sur la voiture électrique, sur les batteries, les éoliennes, les panneaux solaires, et maintenant de plus en plus dans la tech, il va falloir revenir là-dessus, c'est des trucs qui ont été choisis
par le gouvernement chinois depuis, alors ça dépend, mais depuis 20, 25, 30 ans. La bataille énergétique, ils l'ont menée dans les années 2000. Et là, sur la tech, ils mettent le paquet sur SMIC, notamment sur les semi-conducteurs. Ils savent bien qu'ils sont en retard par rapport à Taïwan, ils savent bien qu'ils sont en retard par rapport à la Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis. Et ils mettent le paquet. Les 4,5% de subventionnement, ça va pas seulement, mais en grande partie vers les nouvelles technologies. Donc ils sont en train de gagner la bataille technologique. Ils sont 9e à l'indice WIPO. Alors WIPO, ça veut dire World Intellectual Property Organization. C'est un organisme de l'ONU. Eh ben, ils sont passés de 9e. Et vous savez comment sur les dépôts de brevets, c'est très clair. Au pouvoir de Xi Jinping, ils étaient 35e. Au fond de la classe. Ah bah ouais. Oui. Ça, des progrès comme ça. Les joies de la planification, on a dit défendu par Jean-Pierre Petit. Était un type qui était. Alors il a fait des erreurs, mais en fait, grosso modo, il gouverne bien le. Mais Jean-Pierre Petit va beaucoup trop vite parce que c'est le dernier thème de l'émission et on en est encore à la Grande-Bretagne. Si on revient, je voudrais revenir à l'état de la Grande-Bretagne dans les années 70 avec une industrie vieillissante et la vague du libéralisme de Margaret Thatcher qui a quand même. Oui. Alors ça fait quand même transformé le pays. Ça fait quand même plaisir de parler des problèmes des autres. C'est quand même satisfaisant. Quand on se compare, on se console. Mais ce qui est fabuleux et ce qui fait quand même aussi réfléchir, c'est que ce budget ne résout pas ces problèmes à long terme non plus en Grande-Bretagne, alors même qu'il y a une majorité politique beaucoup plus forte à l'heure actuelle au Royaume-Uni. Et donc ça fait aussi réfléchir, parce qu'il ne suffit donc pas d'avoir une majorité politique forte pour être capable de prendre des mesures de long terme. Et alors l'histoire de la désindexation, c'est très bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on finance le budget par l'inflation? C'est pas une bonne idée quand même à long terme, ça. Et donc, on finance le budget par un effort sur les travailleurs. Ça repose sur l'inflation quand même. Oui, bien sûr. Et donc c'est une question de rendement budgétaire. C'est pas un traitement structurel des problèmes que le gouvernement britannique a été capable de mettre en place. Et c'est un budget de court terme, voilà, un habillage de court terme. Thomas Grabine, je voyais réagir. Non, mais je suis d'accord, mais après, c'est très difficile. On parle tout le temps des réformes structurelles. Mais en fait, il y a le modèle suédois où en effet, ça semble ne pas avoir trop dégradé les conditions de la population. Mais quand on prend par exemple l'Allemagne et les choix qui ont été faits dans les années 2000, donc il y a eu des réformes importantes des retraites, notamment en 2001 en Allemagne. Oui. Suivi par les réformes Hartz. Oui, c'est ça. Et avec l'introduction d'une dose de capitalisation. Et donc ce qu'on voit dans les années 2000, c'est qu'en gros les dépenses sociales et en particulier les dépenses de retraite, elles ont baissé de 3 points de PIB. Donc c'est entre guillemets ce qu'on devrait faire si on voudrait revenir dans les clous. Mais quand on regarde maintenant le sort individuellement des retraités, les pensions de base, elles ont baissé de 10% dans les années 2000. Le taux de pauvreté des retraités a aussi augmenté. Et en fait, cette dose de capitalisation qui a été introduite, ça a permis de limiter la baisse des pensions de base, en particulier pour les cadres, mais pas pour le reste des retraités, entre guillemets. Donc il y a toujours ces choix. De toute façon, quand vous baissez les dépenses de retraite de 3 points de PIB, ça a forcément des conséquences. Ça a forcément un coût. Donc même si vous améliorez l'efficience, l'efficacité, en fait, d'un point de vue macro, vous devez décider d'appauvrir une partie de la population. Avec des questions de temporalité, c'est-à-dire qu'on fait un effort à l'autre. À court terme pour aller plus tard. C'est là où c'est très compliqué, quoi. Non, mais la contrepartie, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, dans l'augmentation des taux d'emploi à tous les âges de la vie, notamment à 60 ans. Exactement. Oui, mais il n'y a pas de remède, il n'y a pas de formule magique. Il ne va pas dans ce sens-là. Mais il ne va pas dans ce sens-là, mais on a la durée la plus longue de toute l'histoire. 25 ans. Oui, c'est énorme. En retraite, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. On n'a plus les moyens de payer ça. C'est d'ailleurs pour ça, juste là-dessus quand même, que le débat se focalise sur l'âge de départ à la retraite me paraît assez incongru. Complètement. C'est pas du tout adapté à l'action de vieillissement. Donc moi j'étais plutôt dans une direction durée de cotisation, retraite à point, et mélange en effet de méthodes de capitalisation dans la répartition. Et ça malheureusement cette partie du débat les Français le font un peu. Ça va revenir. Les Français le font un peu. 19% de taux d'épargne, essentiel en assurance vie. Oui, mais c'est... Et 40% des Français font la capitalisation d'ores et déjà. Oui. Faut le rappeler, mais ça permettrait, en tout cas, à la gestion
Si tu as une partie contrainte, ça permettrait quand même de dégager des rendements plus supérieurs à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est ça l'intérêt, en fait. Bien sûr. Je voudrais revenir juste, tout ça nous ramène au débat sur la productivité, qui est un vrai problème au Royaume-Uni, mais aussi en France, et dans pas mal d'autres pays d'ailleurs. La productivité globale des facteurs, et je voudrais dire plusieurs choses là-dessus. La première, c'est qu'il faut quand même qu'on la réinvente, cette productivité. Ça peut plus être dans les mêmes secteurs et dans la même façon que dans la période de croissance qu'on a connue, parce qu'il faut prendre la transition énergétique et environnementale au sérieux. Et ça veut dire innover pour créer de nouvelles activités. Donc c'est un vrai sujet. Et la deuxième chose, c'est le lien entre productivité et compétitivité. On parle souvent de la compétitivité d'un pays. Ça ne veut pas dire grand-chose, la compétitivité d'un pays. Ce qui compte, c'est la compétitivité des entreprises. C'est un sujet industriel et sectoriel. Pour un pays, la compétitivité, c'est la productivité. Et pour avoir une productivité forte, il faut derrière qu'il y ait un contrat social fort. Donc pour moi, la compétitivité d'un pays, c'est l'acceptation sociale d'une stratégie de forte productivité. Et ça, on a du mal à le mettre en place. Et pour moi, c'est l'enjeu principal. Il y a aussi des éléments très factuels qui sont la compétitivité coût et qui dépendent aussi coût du modèle social. Et puis hors coût, c'est le problème de la formation. Alors, sur la productivité, c'est intéressant. Les États-Unis ont de bons chiffres de productivité depuis 2 ans. Et alors, plus récemment, c'est ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est l'Espagne. C'est pas seulement de la productivité cyclique, semble-t-il, parce que j'ai pas plus bossé le sujet que ça. Parce que sur les 3% de croissance qui dégagent sur les 2 dernières années, ce qui est quand même en zone euro un exploit extraordinaire, il y a de la productivité. Il n'y a pas seulement ce qu'on dit d'habitude, Next Generation, l'immigration, le tourisme et tout ça. Il y a probablement un peu d'effet d'offre. Donc c'est possible. À creuser, c'est l'une des même si c'est compliqué à mesurer de l'Europe. Si ils ont renforcé quand même l'Espagne a renforcé son tissu productif depuis quelques années, après des années très douloureuses pendant la crise des dettes souveraines et des réformes pour le coup plus ou moins sous la contrainte qui ont été faites avec des hausses de TVA, des baisses des dépenses publiques, et en fait. À moyen terme, ça semble donner des résultats plutôt positifs sur le tissu productif. Donc moi, je suis d'accord sur l'importance du contrat social, mais je pense qu'aussi, malheureusement, il y a des facteurs de compétitivité presque au sens traditionnel. Aujourd'hui, on va parler de la Chine, mais vous faites face à un rouleau compresseur chinois dont les coûts de production à qualité égale sont 30 à 40% plus faibles en Chine. Donc comment vous voulez rivaliser avec ça? Et vous êtes aussi en concurrence au sein de l'Union européenne avec des pays comme la Hongrie qui n'ont pas du tout les mêmes modèles sociaux et qui ont baissé massivement leurs dépenses sociales ces dernières années. La Hongrie, dans les années 2010, c'est moins 6 points de PIB de dépenses sociales. Moins 6 points de PIB. Donc nous, on est face à ça. Et donc, quand les Chinois, ils hésitent entre investir en Hongrie, en Espagne et en France, ils regardent aussi le coût du travail, les impôts, enfin un certain nombre de facteurs. Et ça, l'usine de BYD, si je ne me trompe pas, c'est bien en Hongrie, effectivement, qu'elle s'est installée.